Les rubriques politiques pour les nuls et petites leçons de droit se doivent respectivement d'éclairer sur certains rouages politiques et donner d'amples explications sur les droits et les devoirs des citoyens. Pour ce numéro de l'émission, VDL Productions a recouru à un grand, inconnu des médias et héros dans l'ombre, on cite Papine Dodobo Ninsakoy. Après sa licence en droit public à l'université de Kinshasa, d'importantes formations ont constitué pour lui des marches à gravir dans le but d'atteindre ses objectifs. Entre autres, celle supervisée par ONU Femmes en mars 2018 ayant porté sur la programmation sensible du genre et reportant conjoint. De 2007 en 2011, il fut coordonnateur du programme de lutte contre l'impunité des crimes internationaux, incluant assistance judiciaire, protection et réparation avec les Avocats sans frontières Belgique. Il exerce le métier d'avocat dans les conseils et assistance juridique et judiciaire. Et depuis 4 ans, c'est-à-dire à partir de 2016, il exerce le métier d'avocat inscrit sur la liste des conseils de la Cour pénale internationale, CPI en sigle. Excepté ces différents domaines de compétences, Maître Papine Dodoboni se retrouve dans l'évaluation des besoins de formation et élaboration d'un plan de formation, dans l'amélioration des climats des affaires, dans la préparation et organisation des formations de OSC, magistrats, avocats, greffiers, secrétaires des parquets, OPJ civils et militaires, personnes vivant avec handicap, CNDH, médecins. Alors, on doit comprendre que le chef de l'État bénéficie de ce qu'on appelle privilège de poursuite et de juridiction. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui, de n'importe quelle façon, on peut poursuivre le chef et juger le chef de l'État. Alors, en termes de privilège de juridiction, on doit commencer par là. Le chef de l'État ne peut être jugé que par la Cour constitutionnelle. Donc, la Cour constitutionnelle, c'est le juge naturel du chef de l'État qui peut juger le chef de l'État pour des infractions dites politiques et des infractions de droit commun. Et il s'agit des infractions de droit commun commis dans les cadres et à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. La Constitution ainsi que la loi portant organisation et fonctionnement constitutionnel essaie d'énumérer les infractions dites politiques au sujet desquelles on peut juger le chef de l'État ou le poursuivre. Il s'agit des infractions de haute trahison. Le chef de l'État peut être poursuivi pour ce qu'on appelle les délits d'initiés. Il s'agit d'une infraction à caractère financier. On peut poursuivre le chef de l'État pour des délits d'initiés. Et lorsque le chef de l'État se comporte de manière contraire aux bonnes mœurs, on peut le poursuivre pour les infractions se rapportant aux bonnes mœurs. On les appelle alors les infractions d'atteinte à l'honneur et à la probité. Donc, ce sont là les infractions dites politiques au sujet desquelles on peut poursuivre le chef de l'État. Et il y a également des infractions de droit commun que le chef de l'État pourrait commettre dans le cadre de ses fonctions. Et le chef de l'État peut alors également être poursuivi pour ces infractions par la Cour constitutionnelle, jugé plutôt par la Cour constitutionnelle. Mais pour alors arriver à juger le chef de l'État, il y a des conditions. Parce qu'en fait, ce n'est pas de n'importe quelle façon que les poursuites s'ouvrent à l'encontre du chef de l'État. Parce qu'il bénéficie de ce qu'on appelle les privilèges de poursuite. Alors, avant cela, il faut une autorisation particulière du Parlement réuni en Congrès. C'est-à-dire, là, nous avons l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale et nous avons les Sénats réunis en Congrès qui doivent voter pour autoriser la poursuite à l'encontre du chef de l'État. Et il s'agit en fait d'un vote qui s'est fait aux 2/3 des membres pour qu'on autorise alors la poursuite à l'encontre du chef de l'État. S'il arrive à être condamné, la loi dit que le chef de l'État est déchu de ses fonctions automatiquement à cause de ses condamnations. Donc, c'est là brièvement la procédure pour poursuivre le chef de l'État. Et les principes de base se retrouvent dans la Constitution à partir de l'article 63 ainsi que dans la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Alors, en ce qui concerne le Premier ministre, la procédure est particulièrement la même. Mais la particularité est qu'il y a une infraction qui ne concerne que le Premier ministre. C'est l'infraction d'outrage
au Parlement. Ça, c'est dans le cadre de l'exercice du pouvoir de contrôle du Parlement. Le Parlement peut adresser des questions au Premier ministre auxquelles il est censé répondre. Et il a un délai de 30 jours pour répondre à ces questions. Si, dans ce délai de 30 jours, le Premier ministre ne répond pas à ces questions, à ce moment-là, il peut être poursuivi pour outrage au Parlement. Donc, et la procédure, les conditions sont les mêmes, c'est-à-dire que le juge naturel, c'est la Cour constitutionnelle et les poursuites sont subordonnées à l'autorisation du Congrès, c'est-à-dire les Sénats et l'Assemblée nationale réunis au Congrès qui votent la décision aux 2/3 de ses membres. La liberté d'expression. La liberté d'expression fait partie de ce qu'on appelle les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est les droits que nous avons tout naturellement du fait que nous soyons des êtres humains. Donc, ce sont des droits qui sont rattachés à nous du fait que l'on soit des êtres humains. Pourquoi est-ce qu'on appelle liberté? Parce qu'il s'agit en fait des actes que l'on doit poser sans contrainte, tout naturellement. C'est pourquoi on appelle ça liberté. On appelle ça également liberté publique. Parce que en fait, les États ont l'obligation d'organiser l'exercice de ces libertés-là. Et dans notre pays, il y a la Constitution qui fixe le principe de la liberté d'expression. Il y a également des textes internationaux qui parlent de la liberté d'expression. Nous avons au niveau international la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a la charte, le pacte international relatif aux droits civils et politiques qui parle de la liberté d'expression, et il y a au niveau africain la charte africaine des droits de l'homme et du peuple. Ces documents abordent la problématique de la liberté d'expression. Et en tant que tel, la liberté d'expression va de pair avec un certain nombre de droits de l'homme, et cela manifeste le caractère interdépendant et indivisible des droits de l'homme. Par exemple, la liberté d'expression fait partie de ce qu'on appelle des libertés d'opinion, qui englobe deux libertés. La liberté de penser et la liberté de s'exprimer. Donc, on ne peut pas reconnaître à quelqu'un la liberté de penser en lui retirant la liberté de s'exprimer. Donc, et cela manifeste le caractère interdépendant et indivisible des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas me reconnaître la liberté de penser si on me refuse la liberté de m'exprimer. Donc, ces droits de l'homme sont interdépendants, sont indivisibles. Donc, il faudra en fait que toute la carte des droits de l'homme soit reconnue pour que cela puisse être exercé avec toute liberté comme il se doit. Alors, les droits de l'homme, la liberté d'expression, s'expriment de plusieurs manières. Ça peut être dans des supports écrits, sur Internet, dans des discours, peu importe le support, mais on doit reconnaître à l'individu, de par même le fait qu'il existe, le droit de s'exprimer librement. Cela veut dire qu'on ne peut pas contraindre ou soumettre l'expression de l'homme à des conditions particulières. Mais il y a des limites. Il y a des limites à l'exercice de la liberté d'expression. La première limite, c'est les droits d'autrui. Je suis libre de m'exprimer, certes, mais je ne dois pas violer les droits d'autrui. Et c'est pourquoi, dans ces cadres-là, il y a, par exemple, les infractions d'injure. Si je dois m'exprimer librement, je ne peux pas injurier mon prochain. À ce moment-là, je commets une infraction et on peut me poursuivre, en fait, parce que j'ai violé, par ma liberté d'expression, le droit des autres. Je suis libre de m'exprimer, par exemple, mais je ne peux pas imputer aux autres personnes des informations qui sont fausses. Ça s'appelle imputation dommageable, parce que c'est une infraction. Donc, ça, c'est la première limite. Le principe, c'est que mes droits se limitent où commencent les droits des autres. Donc, ça, c'est la première limite. La deuxième limite, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Il y a des contextes particuliers où, pour les raisons d'intérêt supérieur de la nation, on peut restreindre les libertés publiques ou les libertés individuelles. C'est par exemple lorsque l'ordre public est touché. On est dans un contexte où l'ordre public est en danger, on peut limiter la liberté d'expression. Par exemple, lorsque
le mœurs public, la moralité publique est concernée, on peut limiter la liberté d'expression. Je dois m'exprimer, mais il ne faudra pas qu'à travers mon expression, que je puisse débiter des choses qui sont contraires aux bonnes mœurs. Donc, ce sont des limites en rapport avec la liberté d'expression. Et ces limites sont organisées par notre Constitution. Nous avons vécu tout récemment, avec l'histoire de Covid, il y a eu l'état d'urgence. Et l'état d'urgence a restreint nos libertés d'aller et de venir. Et il y a des procédures qui entourent la restriction des libertés publiques et voire même liberté d'expression. Et enfin, il y a les dangers exceptionnels. L'État peut se retrouver en situation de danger exceptionnel. Pour ces cas de situation de danger exceptionnel, on peut alors restreindre la liberté d'expression. La Constitution organise les modalités des restrictions de la liberté d'expression.